Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée. Vous pouvez également nous écouter sur ordinateur en formant le www.radioairlibre.be. Dans la série Les Maudits, il m'a semblé intéressant de traiter d'un sujet ô combien d'actualité qui est celui de la démocratie. Pour ce faire, j'ai invité un spécialiste en la matière qui est Jean-Paul Nassau. Il est historien et politologue. Il donne des cours d'institutions belges et européennes dans l'enseignement de promotion sociale à Bruxelles. Il est un collaborateur régulier du Centre de recherche et d'information sociopolitique, autrement dit le CRISP, où il a publié plusieurs études sur la vie politique bruxelloise. C'est dans ce cadre qu'on a pu le voir à 2 reprises cette semaine sur les chaînes de nos télévisions. Il collabore également au CERAP, c'est-à-dire au Centre d'études et de recherche en administration publique à l'Université libre de Bruxelles. Il est l'auteur d'articles dans des revues telles que Politique, Les Cahiers marxistes, ainsi qu'auteur de tribunes dans différents journaux, et non des moindres, Le Vif l'Express, Le Matin, La Libre Belgique, Libération et le Journal du Mardi. Enfin, il n'est pas indifférent de mentionner qu'il écrit également régulièrement des articles sur la vie politique belge pour le site d'information français rue 89. Et je voudrais, dans un premier temps, te demander peut-être, Jean-Paul, ce que c'est que ce site d'information français rue 89. Mais Rue 89 est en fait une sorte de journal électronique. C'est un site qui a été fondé par d'anciens journalistes de Libération, Pierre Aski, Pascal Richer, et qui traite de la politique non seulement française, mais aussi internationale et d'une série de sujets de société. C'est un site qui est assez à gauche dans l'information qu'il donne, et surtout qui est lu, enfin qui est consulté par un public majoritairement de gauche. Très bien. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui de la démocratie. C'est un vaste sujet. Alors, sous quel angle comptes-tu l'aborder ? C'est un vaste sujet en effet. Alors, pourquoi je l'aborde ? Bon, la démocratie, elle est inextricablement liée à la politique. Sans démocratie, pas de politique. Et c'est quoi la politique ? Moi, je me rallie assez à la définition de Cornelius Castoriadis, selon laquelle la politique, c'est la remise en cause de l'ordre institué. Or, après l'effondrement du bloc communiste, on a célébré l'avènement de la démocratie et du règne du marché comme horizon indépassable. C'est l'époque où Fukuyama parlait de la fin de l'histoire. Ce qui voulait dire qu'il n'y a plus de politique, plus de critique de notre système. Et on a assisté à ce qu'on a appelé alors la pensée unique. Quiconque osait critiquer cette alliance démocratie-marché était aussitôt catalogué d'archaïque, d'archéo-bolchevique ou de néo-bolchevique. En fait, les intellectuels qui osaient contester un peu le système subissaient le sort des hérétiques à l'époque où le catholicisme était dominant dans la région sous l'Ancien Régime. La violence en moins, bien sûr, mais avec quand même sanction suprême dans notre société très médiatique, c'est-à-dire le silence. Les intellectuels qui osaient contester le système étaient boycottés par les médias, voire le lynchage médiatique. Alors, tu parles en fait au passé, mais les choses évoluent-elles ? D'une certaine façon, oui. On a vécu pendant 20 à 30 ans sous la domination idéologique un peu sans partage du néolibéralisme. Et cela, bien que certains intellectuels et certains mouvements, comme le mouvement altermondialiste,
ont prédit qu'on allait dans le mur. Ils ont averti des dégâts que ce système capitaliste mondialisé apportait. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que la mondialisation heureuse célébrée par Alain Minc, elle conduit à un accroissement terrible de la misère dans le monde, dans le tiers-monde, mais aussi dans nos sociétés. Elle conduit aux catastrophes écologiques. On le voit encore tout récemment avec l'histoire de BP. Elle a conduit au dysfonctionnement du système lui-même. Le système lui-même montre qu'il ne peut plus continuer comme ça, comme la récente crise économico-financière l'a montré. Et donc, il y a quelque part un système qui montre vraiment ses limites, ses faiblesses, ce qui redonne un peu de tonus à la critique, qui devient de ce fait plus audible. Et on constate qu'aujourd'hui, un certain nombre d'intellectuels, souvent appartenant à la gauche radicale, ont un peu dans une perspective gratchienne de compétition idéologique, ont lancé une offensive. Et il était intéressant de se pencher sur ce qu'écrivent ces gens, des gens comme Badiou, Zizek, Jacques Rancière, etc. On en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Oui. Il est intéressant de s'intéresser à eux. Ce qui ne veut pas dire qu'on adhère à leurs thèses. Leurs thèses sont d'ailleurs très très différentes. Certains défendent la démocratie, mais certains même défendent encore une démocratie représentative, alors que d'autres se prétendent néo-communistes. Donc, c'est très différent. Alors, pour ça, moi, j'ai trouvé un livre édité par l'auteur La Fabrique qui s'intitule « Démocratie dans quel état ?» et qui est un recueil de textes signés par une série d'intellectuels très radicaux. Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Ben Saïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Christine Ross, Slavoj Žižek. Ce sont, comme indique l'éditeur, des auteurs qui expriment des idées non conformes au discours habituel, diverses et parfois contradictoires. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que signifie le mot démocratie pour que l'on sache de quoi nous allons parler ce soir? Effectivement, il est intéressant de savoir de quoi l'on parle. Alors bon, moi j'ai ouvert le dictionnaire de philosophie politique établi sous la direction de Philippe Reynaud et Stéphane Rial, qui est publié au PIF, qui est une pièce... Au PUF, au PIF, pardon. Parce que s'ils l'ont publié au PIF, évidemment, c'est pas très sérieux. Oui. Donc aux presses universitaires de France, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les sigles du monde éditorial français. C'est pas PIF Gadget. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on y lit à la rubrique démocratie? Alors là, je lis leur définition. Ce terme apparaît dans la langue grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ pour désigner une forme particulière d'organisation de la cité. Son usage et sa signification ont connu depuis le XIXe siècle une extension considérable qui se mesure au fait que la quasi-totalité des États actuels se proclament démocratiques. Mais cette extension s'accompagne d'un changement de statut. La démocratie ne désigne plus un régime parmi d'autres, mais semble être l'horizon de tout ordre politique légitime. L'accession de la démocratie au statut d'idéalité normative se traduit par le fait que cette notion recouvre désormais, plus que des institutions définies, un ensemble de valeurs, les droits de l'homme. Alors, en fait, plusieurs des auteurs du livre sur lequel j'ai basé cette réflexion s'accordent pour dire qu'en fait, il y a une série d'usages différents de ce terme démocratie. Wendy Brown relève qu'alors qu'aujourd'hui la démocratie est plus populaire que jamais, elle n'a jamais été aussi conceptuellement vague et substantiellement creuse. Daniel Ben Saïd, par exemple, il considère que l'indétermination du signifiant démocratique se prête aux définitions diverses et souvent contraires. Jean-Luc Nancy note que démocratie est devenue un cas exemplaire d'insignifiance. Rancière constate que, et je le cite, « Depuis que le mot existe, s'il y a consensus, c'est sur l'idée que démocratie veut dire des choses différentes et opposées. » Alors, Christine Ross, elle revient à Blanqui. Blanqui parlait de la nature caoutchouteuse du terme démocrate, ayant remarqué la profonde altération que ce vocable commençait à subir et qui allait se poursuivre durant tout le Second Empire français. Et effectivement, si dans les années 1830-1840, le mot démocratie avait gardé largement
son héritage révolutionnaire de 1789 et qu'il constituait le label de nombre d'organisations très radicales, le régime impérial avait plutôt bien réussi à se l'approprier. Et alors on constate, dit Christine Ross, qu'en 1869, parmi la profusion de démocrates apparus en France, il y avait, et je la cite, c'est elle qui cite tous les démocrates de l'époque, les démocrates socialistes, les démocrates bourgeois, les démocrates impériaux, les démocrates progressistes et les démocrates autoritaires. Un tel inventaire reflétant ce que soulignait Blanqui, que le mot pouvait s'appliquer à tout et n'importe quoi. Alors, si bien que, comme le souligne Ross, on arrive à un paradoxe parce que les communards qui pouvaient être considérés comme l'initiative démocratique la plus audacieuse de l'époque moderne, préféraient être qualifiés d'autres termes, de républicains, de peuple, etc., sans avoir renoncé au mot démocratie, parce que même dévoyé de son vrai sens, ils considéraient qu'il gardait encore quelque chose de l'héritage de 1789. Et effectivement, quelqu'un comme Jacques Rancière estime que le propre des notions politiques, ce n'est pas qu'elles soient plus ou moins polysémiques, ce qui veut dire porteuses de sens divers, mais qu'elles sont l'objet d'une lutte, et que la lutte politique porte aussi sur les mots. Ah, c'est intéressant. Avant de te poser la question qui suit, en t'écoutant, il m'est venu quand même non pas une réflexion, mais peut-être une petite précision que je voudrais faire, dont je voudrais faire part aux auditeurs. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que le terme démocratie a été inventé après la réalité de la chose. En effet, lorsqu'en 508 avant Jésus-Christ, Clisthène met en place la fameuse réforme démocratique qui est bien connue et qui va faire que dans la cité, dorénavant, tous les citoyens seront égaux, à l'exclusion bien sûr des esclaves, des métèques, des femmes et des enfants qui ne sont pas majeurs, eh bien à cette époque-là et pendant un demi-siècle, le terme qui est utilisé est isonomie, isonomia, qui veut dire ceux qui sont un régime politique où les citoyens sont égaux devant la loi. Isonomia. Le terme démocratie, démocratia en grec, n'apparaît pour la première fois que dans une tragédie d'Échille. Je crois que ça vaut peut-être la peine de préciser la chose, mais j'avoue que c'est de la pure érudition. Mais enfin, ça vaut parfois la peine de savoir que les mots ne viennent qu'après, évidemment, la réalité qu'ils désignent. Alors, je t'ai bien écouté. Hein, tu as insisté sur la lutte pour l'appropriation de ce mot démocratie. Et à ce niveau, peut-on considérer que le libéralisme occidental, et peut-être faut-il définir ce que l'on entend par libéralisme, peut-on considérer que le libéralisme occidental l'a emporté ? Oui, effectivement, Christine Ross fait une analyse à ce sujet. Elle met en évidence l'énorme avantage, dit-elle, que les États occidentaux ont réussi à pousser à l'époque de la guerre froide en présentant la démocratie comme une force faisant contrepoids au communisme. Ce faisant, estime-t-elle, ils ont pris le contrôle entier du mot, effaçant toute trace de la valeur émancipatrice dont il était jadis chargé. Et donc la démocratie est devenue une idéologie de classe légitimement des systèmes qui permettent à un très petit nombre d'individus de gouverner, et de gouverner, pour ainsi dire, sans le peuple. Pour Christine Ross, avoir réussi à imposer l'idée que le marché est un préalable évident à la démocratie, et que la démocratie appelle inexorablement le marché, constitue une victoire retentissante. Alors je dirais cette consubstantialité, même si le terme paraît issu d'un concile des pères de l'Église, hein, est-ce que ce caractère consubstantiel du marché d'un côté et de la démocratie de l'autre, est-ce que ce caractère n'est-il pas une déformation justement de l'histoire ?
Évidemment que c'est une déformation de l'histoire, et Slavoj Žižek en parle justement. Il explique que les conditions du capitalisme ont été créées et entretenues par une brutalité dictatoriale très proche de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. L'État légalisant les expropriations violentes des gens ordinaires, les prolétarisant et les assujettissant à leur nouveau rôle par la discipline. Loin de constituer la conséquence naturelle des relations capitalistes, tous les traits aujourd'hui identifiés à la démocratie libérale et à la liberté, l'existence de syndicats, le vote universel, l'enseignement public et gratuit, la liberté de la presse, ont été conquis grâce au long et dur combat des basses classes au XIXe siècle, rappelle Žižek. Et quelqu'un comme Castoriadis aussi explique que le régime démocratique est le fruit de luttes populaires, y compris de luttes de la petite bourgeoisie du reste. Hein. Tout à fait. Alors il y a un paradoxe. D'un côté, on célèbre le triomphe de la démocratie, mais de l'autre, on n'aime pas, on s'en méfie. Exactement. Il y a ce paradoxe. Daniel Ben Saïd relève que le triomphe hautement proclamé de la démocratie... Tu pourrais peut-être dire qui est Daniel Ben Saïd pour les auditeurs. Daniel Ben Saïd est un intellectuel français situé évidemment à la gauche de l'échiquier politique français, puisqu'il était membre de ce qui a précédé le nouveau parti anticapitaliste de Besancenot d'aujourd'hui. Il était membre de la Ligue communiste révolutionnaire. Et on peut considérer que c'était vraiment la tête pensante de ce mouvement qualifié de trotskiste. Hein. Voilà, continue. Et donc, Ben Saïd a considéré que dès Tocqueville, donc dès l'époque de Tocqueville, il y avait une haine mal refoulée à l'encontre de la démocratie, à partir du moment où il apparaissait qu'elle n'était pas seulement libre commerce et circulation des capitaux, mais aussi l'expression d'un inquiétant principe égalitaire. Et Rancière va dans le même sens quand il émet un diagnostic en observant que même si l'on prend la démocratie dans son sens ordinaire, hein, c'est-à-dire le vote des citoyens pour des députés ou pour des consultations, etc., il ne semble pas y avoir de consensus sur sa valeur. Alors qu'à l'époque de la guerre froide, on avait d'un côté les démocrates et de l'autre le totalitarisme, depuis la chute du mur, il y a une sorte de méfiance, de dérision larvée ou explicite envers la démocratie. On assiste à une grande défiance vis-à-vis du vote populaire qui fait pourtant partie, ce vote populaire fait partie de la définition officielle de la démocratie. Alors, pourquoi ? Parce que, passant outre à la position de refus qui est exprimée notamment par le mouvement anarchiste et tout, élection piège-à-con, il est arrivé que le peuple, à certains moments, a utilisé l'urne comme une arme. Et Christine Ross a fait une analyse là-dessus, et elle montre que ça a été le cas notamment lors des référendums à propos des traités européens. On a vu que les Irlandais, par exemple, avaient dit non. Alors, pour l'oligarchie européenne, à partir du moment où les Irlandais exerçaient leurs droits démocratiques et prenaient le scrutin au sérieux, ils avaient administré un camouflet à la démocratie elle-même. On leur reprochait d'avoir administré un camouflet à la démocratie parce qu'ils avaient dit non. Et donc, on les a fait revoter. De mon côté, j'avais fait une étude sur le référendum français du 29 mai 2005 que j'ai publié au Cahier marxiste. Et j'avais interprété l'intensité de la campagne relative à ce référendum comme une véritable lutte politique engagée en raison de la peur de la régression sociale qui était liée à la construction européenne. Alors, j'avais notamment évoqué Rancière, et là on est dans la thématique de l'émission des maudits, quelque part. Oui, oui. Parce que pour Rancière, la démocratie, c'est l'exigence de ceux qui n'ont aucun titre à exercer le pouvoir, à être entendus. Et j'avais décelé la volonté d'une partie des citoyens français à prendre leur part dans un débat qui leur paraissait confisqué par les élites. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la réaction de l'oligarchie européenne
a été dès lors évidemment d'éviter de recourir au référendum pour faire adopter le traité de Lisbonne, qui est à peu de choses près l'équivalent de ce traité constitutionnel qui avait été rejeté par les peuples français et néerlandais. Cela alors qu'un sondage publié le 18 juin 2007 par le Financial Times, qu'on ne peut pas qualifier de gauchiste, il n'est pas suspect d'être un gauchiste, eh bien, ce Financial Times montrait dans un sondage qu'une majorité de Britanniques, 69%, de Français, 64%, d'Allemands, 71%, d'Italiens, 68%, d'Espagnols, 75%, souhaitaient que leur gouvernement les consulte sur le traité de Lisbonne. Et donc, on se rend compte que la stratégie mise en place pour l'adoption du traité de Lisbonne est particulièrement révélatrice de la méfiance des milieux dirigeants européens à l'égard du suffrage universel. Donc on voit là, quand on parle de cette, quelque part, ce triomphe d'une part de la démocratie, mais aussi cette méfiance à son égard, méfiance à l'égard du vote populaire, qui est, comme je l'ai dit, fait partie intégrante du concept de l'essence de la démocratie, eh bien, elle apparaît là très clairement dans ce débat à propos de Lisbonne. C'est ça. De nouveau, avant de te poser la question qui suit, je voudrais peut-être donner une petite précision aux auditeurs. En fait, c'est toujours la difficulté quand on interroge un spécialiste. Je vois que tu es enthousiaste, tu es dans ton propos, tu le vis, parce que moi j'ai le privilège d'être le seul à pouvoir te voir, voir ton expression, voir tes gestes quand tu t'exprimes. Mais toutefois, pour les auditeurs, il y a des tas de choses que tu dis et qui sont très pointues et très justes, bien entendu, mais je voudrais quand même, sans rentrer dans les détails, peut-être... Oui, je crois que c'est peut-être mieux d'ailleurs que tu le fasses toi-même plutôt que moi. Peut-être dire quand même qui est Tocqueville que tu as cité tout au début. Alors pour nous, c'est évident, mais ça vaut peut-être la peine de dire en 2 mots qui était Tocqueville que tu as cité tout au début de ta réponse. Parce que c'est un auteur tellement important, surtout dans le cadre de l'histoire du libéralisme. Peux-tu dire en 2 mots qui c'était, ce qu'il a fait ? Mais Tocqueville, c'est un auteur, enfin, on pourrait dire à l'époque un intellectuel, puisqu'il a écrit La démocratie en Amérique, il s'est inspiré du modèle américain et il a parlé de la démocratie avec déjà certaines critiques par rapport à ce système démocratique, mais il est un des intellectuels libéraux, de ceux qui sont les fondateurs de l'idéologie libérale au XIXe siècle. Voilà, je crois que ça méritait d'être dit, parce que parmi nos auditeurs, je crois que... au fond, le souci de cette émission, et d'ailleurs, juste avant de rentrer dans ce local, nous en parlions, c'est justement de faire preuve... C'est un acte démocratique que cette émission, je crois justement, c'est d'essayer de participer au débat démocratique, tout d'abord par le biais de l'instruction, de l'enseignement, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc Tocqueville, effectivement, tu l'as dit, c'est le père, un des pères du libéralisme au XIXe siècle, entre autres avec Benjamin Constant, et alors... Justement, parce que je donne cours d'histoire à mes étudiants, j'essaie de montrer un petit peu quand même que les deux sont liés, mais ce n'est pas peut-être tout à fait la même chose, que le libéralisme économique tel qu'il est inventé, si je puis dire, par Adam Smith dans son livre des causes de la nature et des causes de la richesse des nations en 1776, mais qu'à côté de ce libéralisme économique vient peut-être... un petit peu comme sa superstructure, diraient les marxistes, le libéralisme politique, qui, a priori, aurait eu certainement toute notre sympathie à cette époque-là, puisqu'il met en évidence la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, et un système qui était certainement progressiste à l'époque par rapport à des milieux conservateurs qui tenaient le haut du pavé, bien entendu. On a même entendu des socialistes à l'heure actuelle, je pense en particulier au ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, dont je ne citerai pas le nom parce qu'on est en campagne électorale, mais que tout le monde aura identifié, bien entendu, qui a dit à plusieurs reprises qu'il se serait bien identifié au mouvement libéral progressiste au XIXe siècle, alors qu'évidemment le mouvement libéral doctrinaire, il n'en était pas question. Mais donc ça permet de situer un petit peu
une certaine orientation du socialisme à l'heure actuelle. J'en arrive à la question que je voulais te poser, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Alors, faut-il voir dans l'augmentation, l'accroissement de l'abstention lors des élections, ou, comme chez nous, de la tentation du vote blanc, une réaction du peuple à cette attitude des milieux dirigeants? Tu as évoqué ce sujet il y a quelques instants, mais ce serait peut-être la peine d'approfondir un petit peu ce thème. Oui. Surtout que toi, en tant que politologue, tu commentes les statistiques aussi le soir des élections, et tu essayes d'en tirer peut-être certains enseignements sur le comportement de l'opinion publique par rapport à la situation du moment. Donc il faut peut-être voir aussi les aspects circonstanciels à certains moments de ces votes. Alors je te laisse parler parce que je suis trop bavard. Non, tout à fait. Tout à fait, je suis trop bavard. C'est un lapsus qui est très révélateur de la réalité de la situation. Voilà. Vas-y. Par rapport aux éléments circonstanciels. J'ai bien compris. Circonstanciels. Oui. Et effectivement, on a eu tout récemment des élections régionales en France et en Italie de reste aussi, où on a constaté un taux énorme d'abstention. Et ça a inquiété effectivement tous les observateurs politiques et tous les hommes politiques. Tous étaient là le soir à dire l'abstention terrible, c'est un taux d'abstention, un pic d'abstention qui était énorme. Il faut se rappeler quand même que ce fort taux d'abstention est venu quelques années après ce référendum français sur le traité constitutionnel européen, où là, il y avait eu un taux de participation aussi, par opposition, très élevé. Et donc, on peut se demander si les électeurs ne se sont pas dit, on ne tient pas compte de notre avis quand on vote, dans ces conditions-là, on ne va plus voter. Alors, il y a eu des interrogations par rapport à ça. Un certain nombre d'analystes ont parlé d'un refus de l'offre politique proposée. Alors, il y a une philosophe, Myriam Revaud-Dallon, qui a été interviewée dans le journal Libération le 16 mars 2010, donc le lendemain ou le surlendemain de ces élections. Libération qui avait d'ailleurs fait tout un dossier sur cette abstention. Et Revaud-Dallon voit dans le développement d'abstention le symptôme d'une désertion. Et elle ajoute que depuis l'avènement du libéralisme dans les années 80, les Français ont une bonne raison de se sentir dépossédés de leur pouvoir démocratique. Mais elle pointe l'ambivalence de l'abstention. D'une part, cette abstention exprime le désespoir, mais peut être aussi une façon de dire « nous ne voulons pas être gouvernés comme ça ». Alors, dans la même livraison de Libération, le philosophe Marcel Gauchet exprimait son scepticisme par rapport à un phénomène de dépolitisation. Les gens ne s'intéressent plus à la politique, donc ils ne vont plus voter. Certains disent ça. Et lui dit non. C'est vrai qu'il y a une dépolitisation qui progresse, un désintérêt pour la politique qui progresse dans la société. Mais pour lui, les gens restent très politisés. Et il avance l'interprétation de ce qu'il appelle une politisation négative. Alors là, moi, je suis retourné à Jacques Rancière, qui voit dans la démocratie une capacité des gens ordinaires à découvrir des modes d'action pour agir sur des affaires communes. Donc, les gens ordinaires, ils cherchent des moyens d'agir. Est-ce qu'alors, de ce fait-là, je pose une question ici, est-ce qu'on ne peut pas interpréter les récents taux élevés d'abstention comme l'adoption par ces gens ordinaires, comme dit Rancière, d'un nouveau mode d'action, après avoir constaté que le recours à l'arme électorale avait été contré par les élites? C'est une question qu'on peut se poser. Une question qu'on peut se poser. Mais il y a quand même un autre moyen de voter, c'est de voter avec ses pieds, c'est-à-dire de manifester aussi peut-être dans la rue. Alors, est-ce que, à côté de ce mode d'abstention, enfin, à côté du mode de l'abstention, comment expliquer qu'il y a si peu, finalement, de manifestations de type
politique. Je ne parle pas ici de manifestations, sauf peut-être la Marche Blanche, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, hein, je crois, où là, à la suite d'une marche comprenant, je crois qu'il y avait 300 000 citoyens belges, il y a eu une réforme complète, en tout cas du système policier. On aimerait bien qu'il y ait une réforme aussi sur le plan judiciaire plus effective. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de marche lorsqu'il s'agit de manifestations donc dans la rue sur le plan politique, alors que lorsque l'on descend dans la rue, et trop peu souvent, c'est essentiellement pour des raisons sociales, c'est-à-dire lors de la fermeture d'usines, lors du 1er mai, quoiqu'il n'y a plus de marche lors du 1er mai en Belgique. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un élément à ce sujet-là, le vote par la marche, par la manifestation dans la rue. Et je dis bien sur le plan politique, hein. Je ne parle pas de manifestation sociale ici, hein, purement sociale, parce qu'on sait bien que les deux sont liés. Il est évident que quand on manifeste dans la rue pour l'emploi, il s'agit aussi d'un acte politique, puisqu'on interpelle les hommes politiques, et pas seulement le patronat, bien entendu. Mais je crois qu'il faut revenir un peu à ce que je disais au début de cet entretien. On a vécu sous l'emprise d'une idéologie néolibérale. Je sais bien que toi tu parleras d'idéologie libérale. Oui, parce que moi je vois ça sur la longue durée, voilà. Donc on a vécu sous l'emprise de cette idéologie pendant des années et qui a convaincu évidemment, puisque tous les médias, les auteurs dont on parlait dans les médias, les politiques, même les politiques de gauche, reprenaient cette ancienne que il y a le marché, il y a le système, que on ne peut pas prévoir un autre système. Donc le système est parvenu à faire passer le message de sa robustesse, ce qui entraîne nécessairement quelque part un élément un peu de découragement des gens, se dire à quoi bon, puisque visiblement le système est trop fort pour le contester. Donc je pense qu'il y a eu un certain découragement. Ceci dit, aujourd'hui, les lignes bougent. Je l'ai dit, il y a des penseurs, et il y a ces penseurs dont je parle aujourd'hui qui sont hyper gauche de la gauche, mais vous avez d'autres penseurs, hein, il y a des gens comme Alain Caillé, Alain Caillé du Mot, c'est tout, qui sont peut-être moins radicaux, mais qui sont aussi très contestataires par rapport au système, qui commencent à se faire entendre. Et c'est très bizarre, hein. On ne sait pas prévoir ce genre de choses. Rancière le dit aussi, une mobilisation peut prendre subitement, comme ça. Un certain nombre de choses se mettent en place, ça ne bouge pas, et puis un jour ou l'autre, il peut y avoir une mobilisation énorme. Donc on ne sait pas prévoir ça. C'est ça. Alors, en parlant du refus de référendum pour les traités européens, ou du fait qu'on ne tiendrait pas compte de leurs résultats, tu montres en fait un démantèlement progressif du suffrage universel. Alors, ne risque-t-on pas, de cette manière, à priver la démocratie représentative elle-même de sa validité ? Oui, c'est un diagnostic qui est fait aujourd'hui. Wendy Brown parle de dédémocratisation. Et elle met en évidence les processus qui réduisent la démocratie libérale elle-même à l'ombre de ce qu'elle a été. Parmi ceux-ci, l'assaut frontal lancé par le néolibéralisme comme rationalité politique contre les fondements de cette démocratie libérale, détournant les principes de la démocratie libérale, Constitution, égalité devant la loi, liberté politique et civile, autonomie politique, universalisme, vers les critères du marché, les ratios coût-bénéfice, l'efficacité, la rentabilité. La rationalité libérale façonne en fait chaque être humain, chaque institution, y compris l'État, sur le modèle de l'entreprise et remplace les principes démocratiques par ceux de la conduite des affaires dans toute la vie politique et sociale. Le concept de gouvernance s'est ainsi imposé dans les années 90 et comme l'a montré Guy Hermet, qui est un politologue qui a donné des cours à l'ULB, il a séduit l'appareil bureaucratique européen dont l'ambition est d'annihiler la dimension proprement politique des affaires publiques au profit d'une dimension technolibérale. En fait, quand tu parlais de Guérémec, c'est le ministre des Affaires étrangères polonais, c'est ça? Non, tu ne parles pas de ce Guérémec-là.
Ah non, j'ai pas parlé de Grémec, j'ai parlé de Guy Hermet. Ah, voilà. Donc ça vaut la peine, ma question a du sens, parce que j'avais entendu parler de Guérémec. Non, excuse-moi, j'ai parlé un peu trop vite. Voilà, d'accord. Voilà, je t'écoute. Alors, bon, le sociologue Luc Boltanski, dans son dernier ouvrage de la critique, lui parle d'un véritable changement de régime et d'un nouveau mode de domination qui se manifeste. Pourquoi ? Il montre qu'il y a en fait un glissement d'une définition de la politique qui était fondée sur un compromis. Il y avait un compromis entre, d'une part, les représentants officiels du peuple, investis du rôle de porte-parole du peuple, et les experts qui se réclamaient de la science. Et donc la politique, dans la démocratie libérale, était quelque part un compromis entre ces deux composantes. Or, on passe aujourd'hui à une politique ou une définition de la politique qui est entièrement, à peu près, enfin presque entièrement, je dirais, soumise au pouvoir de l'expertise. Donc de plus en plus, on réduit la sphère des représentants politiques. Alors certains vont dire, oui, la démocratie représentative, c'est pas une vraie démocratie, etc. Il y a un débat là-dessus. Mais en tout cas, c'est des gens qui avaient été élus par le peuple, et progressivement, on les dépossède du vrai pouvoir politique au profit d'experts, qui eux sont désignés par personne. Et donc Boltanski voit un glissement vers un nouveau régime de domination. Oui. Ce discours, d'ailleurs, a depuis longtemps été repris par des gens de la droite dure, quand je pense en France, quand je pense à des gens comme Le Pen, mais aussi Philippe de Villiers, qui parle toujours de Bruxelles, les technocrates, ça ne sert à rien de voter, puisque pour l'Europe, puisque de toute façon, ce sont des techniciens qui vont décider, il faut se réapproprier, je dirais, un vote de type populaire. Donc cette droite, qui n'est pas une droite libérale, mais qui est une droite conservatrice, se réapproprie ce que tu viens de dire pour montrer qu'il faut retourner justement au peuple. Oui, c'est un côté un peu paradoxal. Oui, c'est un peu paradoxal. Parce que, on constate que il y a effectivement la droite économique, libérale, etc., voilà, oui, mais qui heurte de front aussi les conservateurs quelque part. D'où les représentants des milieux les plus traditionnels, les plus conservateurs, s'insurgent eux aussi contre une certaine technocratie européenne. Et donc on voit que dans certains cas, on a d'une part ce mouvement libéral, technocratique qui veut réduire, au nom de l'efficacité, au nom des gens qui savent le rôle du peuple, et face à eux, d'une part, une gauche plus radicale qui dit il faut rendre le pouvoir au peuple, mais aussi une droite conservatrice qui se sent bousculée, elle, dans tout ce qui est porté par la mondialisation, d'uniformisation, de standardisation, etc. C'est ça. Quand tu parles de technocrates, moi je crois, tu sais que je m'intéresse beaucoup au phénomène de longue durée, comme historien, autant je trouve que le terme néolibéralisme, pour moi effectivement, on ne peut pas nier que qualitativement il y a peut-être quelque chose qui a changé, mais que quant à sa nature profonde, pour moi, il s'agit toujours de libéralisme. De la même manière, quand on parle de technocrate, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un habillage moderne pour parler de clerc, tout simplement. Mais de nouveau, moi, c'est mon goût pour le passé qui me fait intervenir sur ce point. Alors, parmi les intellectuels dont tu nous parles aujourd'hui depuis un petit temps, tous n'adhèrent pas à la démocratie. Non, effectivement, donc je l'ai dit, si on prend cet ouvrage à la Fabrique, où on a des interventions d'une série d'intellectuels, que j'ai qualifiés un peu de gauche radicale, ils émettent des critiques radicales par rapport au système. Certains sont favorables à la démocratie, donnent leur opinion sur la démocratie, mais vous en avez aussi qui sont opposés à la démocratie. Des gens tels que Slavoj Žižek ou Alain Badiou ne cachent pas que eux, ils veulent reconstruire un nouveau communisme. Bon, moi, j'adhère pas à ça, mais je trouve intéressant de lire ce qu'ils disent parce que ce sont des gens quand même intelligents qui avancent un certain nombre d'idées. Bien sûr. Alors, Žižek, lui, il se réfère à une notion qui est la notion de Agamben, qui est la notion d'homo sacer. On retombe de nouveau ici
et ici peut-être encore plus. D'homo comment? J'ai pas entendu. L'homo sacer, en latin. Oui. Ah oui, sacer. Ça veut dire oui, sacer, pardon. Sacer, oui, d'accord. L'exclu. Et là, on retombe ici, vraiment, on est au cœur de ton émission sur les maudits. Parce que c'est quoi cet homo sacer, l'exclu de l'ordre civil? C'est ceux qui ne participent pas à la vie de la communauté, dont l'État démocratique ne s'occupe plus. Les sans-parts, dit-il. C'est les sans-papiers, les sans-abri. Et alors, pour Zizek, il y a des situations où la démocratie ne fonctionne pas, où elle perd sa substance, où il faut réinventer des modalités de mobilisation populaire. Pour lui, défendre les exclus, protéger l'environnement, passera par des nouvelles formes de pression, de violence. Il dit que la démocratie ne sera jamais à même d'imposer ça. Et donc, lorsqu'on parle de pouvoir, pour Zizek, la question n'est pas de savoir si ce pouvoir est démocratiquement légitime ou pas, mais quel est le contenu social de ce pouvoir. Et donc il revient quelque part à une théorie un peu d'une dictature du prolétariat, aménagée, qui bénéficierait du soutien de l'opinion. Et il cite comme exemple, par exemple, Chavez ou Morales dans les pays latinos. À côté de ça, on a Badiou, qui lui, il identifie le mot démocratie comme l'emblème dominant de la société politique contemporaine. Et pour lui, il faut destituer cet emblème. Car le monde, estime-t-il, tel qu'en apparence il existe, n'est pas celui de tout le monde. Les démocrates sont les gens de l'emblème pour Badiou. Ils y tiennent le haut du pavé. Et par contre, les autres sont d'un autre monde, qui en tant qu'autre n'est pas un monde à proprement parler. Je cite Badiou là. Tout juste, dit-il, il parle là des gens qui vivent dans la misère, dans le tiers-monde. Il dit, ces gens qui doivent avant tout survivre, qui vivent dans une zone où il y a les guerres, les misères, les murs, les chimères. Et donc Alain Badiou, lui, il prône carrément la destruction de l'État bourgeois. Bon, alors là, effectivement, ça va très loin. Et même quelqu'un comme Ben Saïd dit, il prône la destruction de l'État bourgeois, mais cuite, qu'est-ce qu'il va mettre à la place? Et ça, il ne le dit pas. Et donc, pour Ben Saïd, quelqu'un comme Badiou, je cite Ben Saïd là, n'a pas résolu son problème, dit-il, par rapport au stalinisme et au maoïsme. Mais alors, c'est intéressant aussi de voir l'avis de quelqu'un comme Wendy Brown. Elle souligne que les démocraties ont toujours défini, il y a toujours eu dans la démocratie, un groupe interne qui était exclu. Aujourd'hui, ce groupe interne exclu sont les étrangers en situation irrégulière. Et que d'autre part, il existe un monde extérieur qui permet à la démocratie de se définir quelque part par différence. Aujourd'hui, la figure de l'islamisme conforte les démocrates, qui sont bien démocrates, même si on est, comme on l'a vu, dans un contexte de dédémocratisation. Mais alors, il faut quand même se poser la question, par rapport à des théories qui disent, peu importe la légitimité démocratique, ce qui est important, c'est le contenu de la politique. Alors là, moi, je m'inscris quand même en faux contre ce type de théorie, parce que la non prise en compte de la nécessité d'une légitimité démocratique ne conduit-elle pas, comme l'idéologie libérale d'ailleurs, à confier la prise de décision à ceux qui savent et à se référer à une vérité idéologique. C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un comme Jacques Rancière a rompu avec Althusser, le grand Althusser, je précède ta question, c'était le grand philosophe marxiste qui a influencé tous les intellectuels français dans les années 60. Et donc, Rancière, qui était un élève d'Althusser, a rompu avec Althusser parce que Althusser estimait que seule la science divulguée par des maîtres de philosophie et par les dirigeants communistes pouvait armer les masses face à la bourgeoisie. Or, dit Rancière, tous les hommes sont à même de participer à l'exercice de la pensée, tous les hommes, et au gouvernement de la cité. Alors il a cette phrase que je trouve très belle, Rancière, il dit « L'égalité est une présupposition et non un but à atteindre ». Mais là, on va arriver alors à un point qui était très à cœur, qui est évidemment la place de l'éducation. C'est ça.
Mais avant de parler de ce problème de l'éducation qui me tient effectivement beaucoup à cœur, je voudrais peut-être un petit peu jouer à l'avocat du diable, hein, mais tout à fait volontairement. J'assume le rôle que je vais jouer pendant quelques minutes. Voilà, non, il ne faut pas s'effrayer, c'est mon enregistreur qui faisait un petit peu de bruit. Mais je vois que c'est un auto-reverse et que l'émission continue à être enregistrée. Voilà, donc je disais que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Que penser, évidemment, de la position que l'armée turque a pu avoir à plusieurs reprises, et en particulier relativement récemment, en organisant jadis des coups d'État, et plus récemment en essayant justement de s'opposer à, comment dirais-je, à l'arrivée au pouvoir d'un parti islamique qui avait effectivement gagné la majorité relative, sinon absolue, des suffrages des Turcs, et cette armée qui, se posant en héritière d'Atatürk, se veut la garante de la laïcité. Donc, quelque part, cette armée et ces généraux se veulent les garants de la laïcité et sont quelque part, ou l'ont été en tout cas, les alliés objectifs de l'entrée de la Turquie en Europe, alors que la démocratie qui a amené au pouvoir un parti islamiste modéré, entendu, mais islamiste quand même, se déforce quelque part face au projet européen. Donc ça c'est le premier exemple. Et alors le deuxième, c'est qu'effectivement, en 1933, Hitler, enfin plus exactement le parti nazi, le NSDAP, a 34% des voix. Hitler s'allie à d'autres partis conservateurs ou d'extrême droite qui lui permettent d'avoir au Reichstag la majorité au Parlement. Donc là, il s'agit d'une alliance tout à fait traditionnelle dans le jeu démocratique habituel qui permet à l'extrême droite nazie et à l'autre extrême droite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait plusieurs partis d'extrême droite dans l'Allemagne des années 30 et au parti conservateur, donc d'arriver tout à fait légalement au pouvoir, sans coup d'État. Alors je voudrais savoir un petit peu ce que tu penses de mes deux exemples volontairement, comment dirais-je, qui paraissent outranciers, mais qui effectivement peuvent renvoyer à contrario à ce que tu disais il y a quelques instants. Est-ce que l'on peut considérer que ces généraux turcs qui sont quelque part des clercs de la laïcité, veulent défendre la démocratie contre l'avis de la majorité de la population qui a choisi un parti qui potentiellement pourrait être une menace contre la démocratie, et d'autre part l'exemple horrible, mais enfin qui s'est vraiment passé dans l'histoire, où un parti d'extrême droite s'allie avec d'autres partis et arrive tout à fait légalement au pouvoir sans que l'on ne puisse rien dire. Bon, on sait que dans les 6 mois qui ont suivi, Hitler a supprimé les syndicats et les autres partis qui l'avaient aidé à arriver au pouvoir. Mais quelles sont tes réactions par rapport à ça? Parce que ça va vraiment dans la suite du raisonnement que tu tenais par rapport, d'une part, à Tchek et Badiou, qui promeuvent tous deux une certaine forme de cléricalisme, d'avant-garde du prolétariat qui sait mieux que la masse ce qui est bien pour elle, et qui est réfuté donc par Ben Saïd. L'exemple turc, il faut savoir quand même, il faut rappeler quand même que la laïcité est un concept occidental. C'est quelque chose qui est né en Occident, c'est un concept très occidental, qui n'est pas, à ce stade-ci, bien compris dans des pays, que ce soit les pays musulmans ou d'autres cultures. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé là? C'est que l'armée turque est venue avec un concept occidental et a imposé un concept qui n'était pas un concept émanant de la société turque,
Donc fatalement, il faut de la violence pour l'imposer, parce que si la société turque devait choisir, elle va pas l'accepter. C'est un concept qui ne vient pas d'elle. Donc ça c'est toute la question là. Nous avons certains principes, certaines valeurs qui sont bonnes. Je pense à la laïcité, par exemple. Ce sont de bonnes valeurs, les droits de l'homme, etc. Mais les imposer aux autres peuples est difficile. Il faut les convaincre. Et ça peut prendre du temps. Comme nous avons, pour certaines choses, on a intérêt à aller chercher des choses dans d'autres cultures aussi. Mais donc, des concepts comme la laïcité, ça ne s'impose pas du jour au lendemain. Ou alors, effectivement, il faut l'imposer par la force. Oui, sauf que la révolution d'Atatürk est là maintenant près de 90 ans. Hein, elle date donc de 1923-24. Et donc, il y a presque un siècle. Et en fait, il y a presque un retour du refoulé après 80 ans qui fait que, ben voilà, tout ce qui a été réprimé, c'est pas refoulé, réprimé par Atatürk, par la dictature d'Atatürk dans l'entre-deux-guerres, a ressurgi depuis 15-20 ans maintenant. On a un phénomène analogue du reste dans les pays ex-communistes, où on voit la religion orthodoxe qui ressurgit. Et donc on a mis un couvercle à un moment donné très très fort, hein, mais voilà. Mais il y a quand même ce problème c'est ce qu'évoque en fait Badiou et d'autre part Zizek, c'est que quelque part des groupes d'individus au nom d'une vérité qui est peut-être pas la vérité des autres, estiment que, eh bien voilà, il faut prendre le pouvoir, guider le peuple, parce que le peuple est ignorant. Donc c'est très grave. Et en même temps, on ne peut pas nier que la révolution d'Atatürk a été, bien que c'était une dictature, quand même un progrès pour l'émancipation de la femme. C'est quand même lui qui a supprimé la burqa, le voile. C'est lui qui a permis l'accession du peuple à l'alphabétisation. Et donc là, j'arrive sur le sujet qui m'intéressait plus particulièrement. Donc c'est tout le problème. C'est un problème éthique essentiel. Donc je ne sais pas, enfin je comprends, tu dis c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur, oui, mais quand même par des Turcs. Ce n'est pas la suite d'une invasion extérieure, c'est pas la suite de l'occupation par les puissances étrangères au lendemain du traité de Sèvres ou de Neuilly que les Anglais, les Français ont imposé la laïcité en Turquie. Ce sont bien des Turcs qui l'ont imposé. C'est un concept étranger, mais donc ce sont des Turcs, mais sans demander l'avis de la population. Mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est un progrès par rapport au système obscurantiste du calife sultan Mehmed V de l'époque. Donc c'est quand même un dilemme. C'est effectivement une question très complexe, évidemment. Oui. Nous avons, comme dit Castoriadis, ce projet d'autonomie sociale et individuelle qui est né avec la Grèce et qui a été développé en Occident. C'est la face positive de l'Occident, parce qu'il y a une face négative aussi, qui est la face du développement du colonialisme, du capitalisme, etc. Mais donc cette face positive de l'Occident, qui est ce projet d'autonomie sociale et individuelle, nous... On essaye de le faire essaimer dans d'autres sociétés, etc. Alors, faut-il brusquer parfois un peu les choses par la violence, ou alors convaincre? Mais convaincre peut prendre évidemment très longtemps. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est quelque chose qui est très interpellant et il faut. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Non, il n'y a pas de réponse toute faite. Parce qu'au moment de la Révolution française, il y a eu un processus un peu semblable. C'est la fameuse action de l'abbé Grégoire, lorsqu'on a voulu imposer à tous les habitants de ce qui était encore le royaume de France et qui va devenir la République française, le français, et donc l'on a réprimé tous les patois. Dans un souci justement de fraternité, pour que tout le monde puisse se comprendre et que tout le monde puisse comprendre la loi, on a réprimé les patois, et c'est ce qui a conduit à un sujet que tu connais bien, les régionalismes, enfin tu as travaillé sur le sujet, l'ethnicisme, etc., ou également retour du refoulé. Donc c'est quand même un problème complexe. C'est un problème complexe, mais je sais que tu es spécialiste du sujet, justement. Mais il y a, à moins que tu aies peut-être quelque chose à dire à ce sujet-là. Non, parce que si on se lance sur ce sujet-là, on peut refaire une émission. On est reparti pour une autre émission. Voilà.
Tu m'as lancé toi-même sur un sujet il y a maintenant 5 ou 10 minutes, qui est celui de l'enseignement, justement. Hein. Nous avons eu tout à l'heure chez moi, à mon domicile, une petite discussion à ce sujet-là, pour savoir quel était finalement le terme approprié, d'autant plus que chaque terme recouvre un projet. Il ne s'agit pas simplement d'une querelle de mots. Derrière les mots, il y a des idées. Hein. C'est de savoir s'il faut utiliser le terme instruction, enseignement ou éducation. Nous avons discuté un petit peu de cela tout à l'heure. Je crois que le terme éduquer le peuple, hein, qui est un projet qui s'inscrit, je dirais, dans l'idéologie des Lumières, l'idéologie du progrès depuis le XVIIIe siècle, que l'on trouve chez Condorcet et chez bien d'autres, est un projet très généreux. Hein, sortir le peuple de l'ignorance, de l'obscurantisme, hein, dans lequel on peut maintenir le peuple, que ce soit par le biais de l'Église ou d'autres clercs, hein, quel qu'il soit. La notion d'éducation a quelque chose, évidemment, de généreux, mais en même temps de dangereux, parce que l'on veut orienter, dans un certain sens, le progrès du peuple. Hein, puisque dans éducation, il y a la notion de ducere en latin, qui veut dire conduire, et d'où vient le mot duce en italien. Le mot instruction est un mot plus neutre. Hein. Il renvoie à l'idée de la transmission d'un savoir, mais également à la notion quand même d'une construction. Alors ça peut être une construction positive. Tout à l'heure, nous nous sommes mis d'accord, je crois, pour utiliser plutôt le terme enseignement, qui paraît un terme peut-être plus adéquat, plus approprié. La notion d'instruction étant peut-être un peu vieillie, un peu trop neutre, mais c'est vrai que la notion d'éducation est peut-être un petit peu trop dirigiste, d'autant plus qu'elle fait penser à des régimes totalitaires qui ne sont pas très éloignés de nous dans le temps, qui date il y a quelques décennies, quand on parlait d'ailleurs de rééducation dans des camps, au moment de la révolution culturelle, mais pas seulement au moment de la révolution culturelle, dans le goulag par exemple. Alors la notion d'enseignement paraît plus intéressante, puisqu'elle renvoie à la notion de signe. Autrement dit, un enseignant, c'est quelqu'un qui donne du signe, autrement dit, du sens, sans chercher à endoctriner justement les gens auxquels il enseigne. Alors, on va peut-être passer à la dernière question pour conclure, parce que je vois que le temps passe, enfin, on a encore un petit peu de temps, hein, ceci dit. Alors, je rappellerai peut-être que Platon, dans la République, hein, que l'on connaît surtout par la fameuse allégorie de la caverne qui se trouve dans le livre 7, hein, imagine la cité d'Athènes divisée en 3 catégories d'individus. Il y a d'une part les philosophes, il y a ensuite les guerriers, et enfin il y a le peuple. Alors, les philosophes, ce serait ce que nous appellerions les intellectuels, c'est-à-dire ceux qui savent et qui guident le peuple. Ce sont autrement dit les clercs. À côté de ça, il y a les guerriers qui ont une fonction protectrice évidente. Et enfin, il y a le peuple, hein, qui apparaît essentiellement comme un peuple de moutons, hein, qu'il faut éduquer, hein, également dans une optique généreuse, mais enfin... ce sont essentiellement des gens qui ne savent pas. Alors, si l'on refuse la posture platonicienne, c'est-à-dire la posture cléricale, quel doit être alors le rôle des intellectuels ? Effectivement, moi, je partage l'avis d'une série de penseurs comme quoi... il y a une notion d'égalité entre les hommes, et que je rappelle que Platon était un ennemi de la démocratie. Il a combattu la démocratie. Enfin, il désavouait la démocratie, le système démocratique. Il était pour l'aristocratie. Tout à fait. De même, du reste, qui désavouait les poètes, qui n'avaient pas les poètes, etc. L'aristocratie, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est un régime politique, hein, c'est pas une classe sociale, hein, ce qu'elle va devenir par la suite, c'est un régime politique où ce sont les meilleurs qui dirigent, hein, puisque Aristoi, hein, en grec, ça veut dire les meilleurs, hein. On parlait d'ailleurs à cette époque-là des kaloi kagatoi, c'est-à-dire les plus beaux et les meilleurs. Je te cède la parole. Eh bien, pour terminer, moi, et pour répondre à cette question,
Je vais me référer une fois de plus à un auteur, et je crois que les auditeurs auront constaté que j'y reviens de temps en temps, c'est Cornelius Castoriadis. Oui. Et j'ai trouvé dans Castoriadis une phrase qui répond pour moi au rôle, qui indique ce que doit être un intellectuel aujourd'hui. Alors, si tu permets, je vais te lire cette phrase pour terminer. Je t'en prie. Que dit Castoriadis? Il dit « Je crois que pendant une période comme celle-ci, le rôle de ceux qui pensent la politique et qui ont une passion politique, une passion pour la chose commune, est de dire à voix haute, même s'ils sont peu entendus, à la population ce qu'ils pensent, de critiquer ce qui est, de rappeler aussi au peuple qu'il y a eu des phases dans son histoire où il a lui-même été autrement, où il a agi d'une façon historiquement créative, où il a agi comme instituteur. » Ah bien, ce sera une très très belle conclusion, hein, tu as bien dit, hein, et donc je te remercie en tout cas pour ta contribution à cette émission. Je crois que tu as été très pédagogue tout en étant érudit, et ce n'est pas facile de concilier les deux, bien souvent, hein. Je crois que tu as essayé de sensibiliser, et pas seulement d'informer nos auditeurs, hein. Tu n'es pas intervenu en tant que clerc, mais tu es intervenu vraiment en tant qu'enseignant, c'est-à-dire à quelqu'un qui essaye d'éclairer et de baliser un petit peu un sujet pour que l'on y voit plus clair, pour sortir des ténèbres, si je puis dire, hein, dans lesquelles on se trouve, hélas, trop souvent. Et en effet, je crois que cette émission aujourd'hui aura permis de servir de contrepoison à ces médias qui sont si utiles, mais qui parfois endorment et tétanisent la population. Et je crois que, puisque nous allons avoir des élections le 13 juin, quel que soit le choix que chacun fera, voter ou ne pas voter, au moins il disposera de quelques outils peut-être qui permettront que ce choix se fasse, je dirais, de manière intelligente et citoyenne. Car ne pas voter peut être un acte citoyen aussi, malgré l'idéologie dominante. Voter blanc peut être un acte citoyen, pourquoi pas, hein, je ne vois pas pourquoi il faudrait à tout prix suivre le discours dominant, mais en tout cas, ça doit résulter, me semble-t-il, d'un choix conscient et ne pas être un acte de paresse ou un acte, comment dirais-je, de laxisme qui résulterait du fait qu'on n'a pas cherché à s'informer. Je crois que c'est notre devoir, mais un devoir qui n'est pas désagréable du tout, que de chercher à s'intéresser à la vie de la cité dans laquelle on se trouve. Je voudrais peut-être, à la fin de cette émission, faire référence au dernier numéro du Nouvel Observateur, qui, la semaine passée, était consacré au pouvoir des intellectuels. Les intellectuels ont-ils un pouvoir ou ne sont-ils détenteurs que d'un savoir? C'est une vraie question. Il y avait plusieurs contributions intéressantes. Alors, ce qu'il est peut-être intéressant de savoir aussi, et c'était cité dans ce numéro du Nouvel Observateur, c'est que le 25 de ce mois de mai, mais je n'ai pas encore pu me le procurer, un numéro entier de la revue de haute tenue, Le Débat, était consacré aux intellectuels, et un autre numéro sera consacré à la fin août sur le même sujet pour fêter les 30 ans maintenant de cette revue, qui est donc née en 1980. Je voudrais donc une dernière fois remercier Jean-Paul et, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, je terminerai mon émission par les mots que vous connaissez bien maintenant depuis 2 ans. Le monde est plongé dans les ténèbres. La nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille. Trop souvent, celle de l'enfer du lendemain. J'ai 10 compagnons.